Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, dans notre épisode 232, vous allez découvrir comment le travail en profondeur peut transformer votre productivité, booster votre créativité et vous aider à atteindre des sommets insoupçonnés. Allez, on va y aller. Mais juste avant, je voulais vous dire merci à vous tous, chers auditeurs, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et s'il vous plaît, prendriez-vous chacun 2 minutes pour nous mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ça serait super sympa de nous laisser un commentaire. Ça nous fait non seulement plaisir, mais en plus, vous donnez l'opportunité à d'autres d'écouter Bulle de Bonheur. Et ça fait encore plus de monde qui prennent le temps d'être heureux. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! En classe préparatoire, je pouvais passer 4 heures d'affilée sur un devoir de maths, complètement immergée dans le raisonnement. Je faisais un travail en profondeur et j'adorais ça. Je me sentais tellement exaltée quand j'avais réussi à avancer, même si je n'atteignais pas le résultat final. Je n'ouvrais mon téléphone que pendant les pauses, et encore. Aujourd'hui, je suis vissée à Teams, à WhatsApp, mon téléphone m'accompagne même aux toilettes et je suis bien incapable de maintenir ma concentration dirigée sur un unique objet pendant plus de 30 minutes. Je me sens tellement nulle parfois. Et là, ça me chicote. Est-ce que mon cerveau s'est ramolli? Puis-je réapprendre à me concentrer? Et comment? Qu'est-ce qui vous différencie de Mozart? Le talent, me répondrez-vous sûrement. Parce que le talent, on l'a ou on ne l'a pas. Et si je vous disais que vous êtes capable d'atteindre le niveau de Mozart grâce à un super pouvoir, la concentration? Les travaux des psychologues de la performance ont démontré que la qualité de notre apprentissage et donc de ce que nous sommes capables de produire, de livrer comme résultat, sont directement fonction de notre capacité à maintenir notre attention sur un objet en particulier. Le psychologue suédois Carl Anders Ericsson a développé le concept de pratique délibérée. Par la pratique délibérée, n'importe qui peut acquérir une compétence et devenir un expert dans le domaine. Exit le mythe du prodige. La pratique délibérée nécessite 2 composantes bien précises et essentielles. 1. Une attention centrée sur la compétence que nous cherchons à acquérir. Et 2. Une rétroaction qui nous permet de progresser en quasi continu. Rappelez-vous, ce sont aussi 2 ingrédients indispensables pour que survienne l'expérience optimale théorisée par Mihaly Csikszentmihalyi, dont je vous ai parlé dans notre épisode 91 sur le flux. Autrement dit, si vous essayez de retenir quelque chose de vos lectures en écoutant de la musique et en vérifiant votre boîte mail, vous ne risquez pas d'apprendre grand-chose. Que se passe-t-il donc dans le cerveau lorsque nous nous lançons dans un peu de pratique délibérée? C'est le journaliste et écrivain américain Daniel Coyle qui décrit ces mécanismes dans son essai The Talent Code. Une compétence est représentée dans notre cerveau par un circuit cérébral composé de neurones. Il existe une substance, la myéline, qui a le pouvoir de protéger ces circuits et d'accélérer la propagation de l'influx nerveux, donc de faire en sorte que le circuit s'active plus vite ou en priorité sur les autres. Or, lorsque nous nous concentrons délibérément sur une compétence en particulier, comme faire des gammes au piano par exemple, nous forçons le circuit associé à s'activer encore et encore, ce qui déclenche les cellules qui viennent coller de la myéline tout autour de ce circuit. Donc, lorsque je me concentre sur mes gammes, je solidifie cette habileté dans mon cerveau, ce qui me permettra à l'avenir de l'exécuter plus rapidement et mieux. C'est le fait de nous concentrer qui permet d'isoler un circuit nerveux et de lancer la myélinisation. À l'inverse, si je fais du multitask, c'est-à-dire plein de tâches à la fois, je déclenche aléatoirement et simultanément tellement de circuits dans mon cerveau qu'il ne sait plus quoi isoler et où travailler. Comme vous le devinez, la concentration délibérée et vraiment isolée nous permet d'acquérir des habiletés bien précises et de les ancrer dans notre cerveau. Ça nous permet de développer nos forces, et oui, ça je vous en ai parlé dans notre épisode 24, ce qui va nourrir notre confiance en nous.
Ça renforce aussi notre sentiment de compétence et d'autonomie, 2 parmi 3 des besoins psychologiques universels établis par les chercheurs de la théorie de l'autodétermination. Or, lorsque ces besoins sont remplis, nous ressentons plus de bien-être durable. Je vous renvoie pour ça sur nos épisodes 221 la motivation, 226 l'autonomie et 227 la compétence. Et nous le savons tous, lorsque nous travaillons sur quelque chose d'important qui compte, ça nourrit notre sentiment de sens et notre satisfaction de nous-mêmes. Par contre, si nous passons notre journée à papillonner, d'emails en coup de fil, d'aller de réunion sur plein de sujets variés, que nous avons abordé chacun des dossiers de façon superficielle et qu'on n'en a bouclé aucun, nous nous sentons épuisés et frustrés à la fin de la journée. C'est bien moins fatigant de passer une demi-journée à avancer sur un sujet difficile que de passer 8 heures à survoler des tâches rapides et faciles. La maîtrise de notre attention nous permet de nous focaliser sur ce qui nous fait du bien et d'être plus heureux. C'est l'objet du livre Rapt de Winifred Gallagher, psychologue comportementale. Elle y explique qu'elle a traversé un cancer en s'efforçant de mobiliser toute son attention sur ce qui lui faisait du bien. Le cinéma, la marche et le martini à 18h30, selon ses dires. Ça lui a fait tellement de bien pendant sa maladie qu'elle a passé plusieurs années à faire de la recherche scientifique sur le sujet et elle a démontré que notre qualité de vie est directement liée à notre capacité à nous concentrer très fort sur ce qui va bien, à changer délibérément de regard sur nos circonstances de vie. Nous avons bien plus de pouvoir que nous le pensons finalement. Puiser dans ces ressources et pratiquer la gratitude sont des pistes concrètes pour nous orienter et orienter notre attention vers le positif. On peut se rappeler des travaux de Mihaly Csikszentmihalyi qui a observé que lorsque nous sommes dans une zone de flow, c'est-à-dire que nous expérimentons un épisode de flux, nous nous coupons du négatif. Nous sommes empêchés de regarder ce qui va un peu moins bien. Par exemple, j'ai passé une toute petite nuit parce que mon dernier est malade. J'ai eu un mal fou à me réveiller et pourtant, là, en ce moment, je ne ressens aucune fatigue, aucune douleur, car je suis plongée dans l'écriture de cet épisode qui me passionne. Être concentré à fond nous permet de rester dans l'instant présent. Ça coupe court aux ruminations sur le passé et ça stoppe les angoisses vers l'avenir. Allez, je change de regard. Notre capacité d'apprentissage, de développement de nos compétences, notre épanouissement et notre bien-être passent aussi par notre aptitude à maintenir notre attention de façon dirigée et consciente. Alors, pas forcément si facile. Effectivement, notre cerveau n'est pas gouverné pour le faire. Il est guidé par ces mécanismes primaires dont on a parlé dans notre épisode 128 et qui font la part belle à notre circuit de la récompense. Notre cerveau nous pousse à chercher en permanence du plaisir et de la distraction. Et c'est bien ça qu'il s'agit de pirater dans une époque que les Américains qualifient de « attention déficit épidémique ». Vous voyez le petit pop-up de WhatsApp de ma cousine que j'aime tant versus je suis en train d'écrire un rapport qui me rase, il est clair que je file sur mon WhatsApp. Alors, comment remporter la bataille de l'attention contre les appels incessants de la récompense immédiate? Faire preuve de volonté? Oui, sans doute il en faut un peu. Cependant, la science a démontré que la volonté est un muscle qui se fatigue. C'est pour ça que Cal Newport, dans son essai Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction, nous conseille plutôt de mettre en place des routines et des rituels de travail en profondeur. Alors, le travail en profondeur ou le deep work se pratique en restant concentré sur une tâche cognitive longtemps et sans interruption. Lire, écrire, jouer d'un instrument de musique, apprendre quelque chose de nouveau, résoudre un devoir de mathématiques, faire une dissertation sont autant de domaines dans lesquels le travail profond améliore considérablement le résultat. Cal Newport, professeur en informatique aux États-Unis, a lui-même expérimenté combien cette pratique lui a permis d'accomplir plus et mieux, de se rapprocher d'objectifs qui comptaient vraiment pour lui, et il a expliqué sa recette pour y arriver. Allons la découvrir. Première étape, choisissez votre approche. Alors, elle peut être monastique. Ça suppose de s'isoler définitivement des sources de distraction. Comme le célèbre informaticien Donald Knuth,
Père de nombreuses innovations technologiques, il n'a aucune adresse mail et s'est rendu définitivement injoignable pour toute sollicitation qui l'éloignerait de son objectif. Alors, moins radical, l'approche bimodale qui consiste à s'isoler par période au cours de retraite. C'est une pratique qui a beaucoup contribué au succès de Bill Gates. Je connais aussi beaucoup d'auteurs qui pratiquent aussi cet éloignement par période pour pouvoir écrire tranquillement. Alors plus accessible, l'approche rythmique qui suppose que tous les jours à la même heure, vous vous mettiez en mode travail en profondeur. Ça suppose de connaître votre chronotype pour savoir à quelles heures vous serez le plus éveillé et efficace. Vous pouvez aller regarder l'épisode 171 pour les chronotypes. Enfin, l'approche journalistique qui consiste à planifier des créneaux de travail en profondeur dans votre agenda. C'est la méthode la plus compatible souvent avec nos vies professionnelles, faites aussi de réunions, d'emails et de collaboration en équipe. C'est aussi la plus accessible pour se lancer dans le travail en profondeur car au début, il est difficile d'opérer un changement radical. Le cerveau a besoin de réapprendre progressivement à se concentrer. Des plages de 3-4 heures, c'est déjà très très bien. Aller plus loin demande véritablement de l'entraînement. Deuxième étape, ritualiser ses périodes de travail. Cal Newport conseille de créer des rituels où, pour quelle durée, comment et de quels petits ingrédients pour tenir sur la longueur. Par exemple, moi je m'installe à mon bureau devant la fenêtre, je me mets des boules quies, même si je suis seule à la maison, je définis une heure de fin, je pose ma montre à côté de mon clavier et j'ai toujours une théière pleine en début de séance. Troisième point, pilotez cette pratique comme une entreprise avec un focus clair et défini qui correspond à ce qui est primordial selon vous. Établissez votre propre objectif stratégique. Déclinez une stratégie qui vous permette donc d'atteindre cet objectif. Vous pouvez même définir des indicateurs de résultats lorsque c'est possible. Par exemple, pour moi, le nombre de lignes à écrire. Vous pouvez même recourir à un tableau d'affichage encourageant sur lequel vous inscrivez toutes les séances que vous avez tenues et vos progrès. Enfin, gardez des moments réguliers dédiés au bilan et à la planification des prochaines étapes. Dans le bilan, vous passez en revue vos objectifs ainsi que vos tâches ou projets inachevés et que vous vous assurez d'avoir un plan d'action qui vous permet de les accomplir. C'est une étape qui peut sembler inutile et chronophage, cependant elle est vraiment importante car c'est le signal pour votre cerveau qu'il peut se débrancher. À côté de ces règles, Cal Newport recommande vivement de faire des pauses et pour plusieurs raisons. Avant tout, faire des pauses repose et restaure votre attention. La concentration est un muscle qui a besoin de repos. Ensuite, les pauses favorisent l'émergence de nouvelles idées. Les pauses ont donc cet effet salutaire de laisser le subconscient prendre le relais, ce qui favorise la créativité, le changement de point de vue et l'apparition de nouvelles idées. Les pauses sont un petit pas de côté qui améliore notre efficacité et la qualité de notre travail, alors préservons-les. Mais attention, ici le fait de consulter sa boîte mail pendant un break ou de se remettre à bosser après le dîner par exemple, maintiennent notre intention en alerte et empêchent le cerveau de se reposer. Vous risquez sans doute d'être moins efficace lorsque vous vous y remettrez pour de bon. Un autre facteur clé du succès inattendu, c'est l'ennui. Notre cerveau s'est habitué à la distraction. J'attends le métro, je sors mon téléphone et je scrolle un coup, je rentre chez moi, j'écoute un podcast, je profite du trajet de bus pour écrire des messages, passer des appels, lire les nouvelles, bref, nos cerveaux ont pris l'habitude d'être tout le temps distraits. Cependant, les recherches prouvent qu'à force, nos cerveaux surstimulés ne sont plus capables de trier les informations et d'éliminer les non pertinentes. Je trouve qu'il est très intéressant de réaliser que ce n'est pas en stimulant en permanence notre cerveau que nous le musclons le mieux. Au contraire, mettre un terme à notre dépendance à la distraction en accueillant l'ennui est une étape nécessaire pour réussir à travailler en profondeur. Alors comment faire pour faire de l'espace à l'ennui si craint et si rejeté par nos contemporains? Déjà, soignez la qualité de vos pauses pour réapprendre à votre cerveau à tolérer l'absence de stimulation, de nouveautés, de vide. Une vraie pause veut dire une pause sans réseaux sociaux, sans scroll, sans mise à jour de boîte mail. Ce qui compte ici, c'est le créneau hors ligne et que ce créneau soit respecté.
peu importe qu'il y en ait peu dans la journée ou qu'il soit peu fréquent. En laissant votre cerveau flotter hors ligne, il se défait de sa dépendance à la distraction. Il réapprend à séparer le désir de se connecter et la récompense qui s'ensuit. Deuxième idée. Reprenez le contrôle sur votre temps pour faire de la place pour vos loisirs. Le temps est un tyran qui semble souvent prendre les commandes de vos vies. Cal Newport propose un remède volé au président Roosevelt: réduire systématiquement la durée allouée à une tâche de votre planning. En gros, faire la même chose plus vite en acceptant quelques concessions sur votre perfectionnisme naturel. C'est ainsi que Cal Newport réussit à enseigner à Georgetown, publier des articles sur la base de ses recherches universitaires et être présent pour sa femme et ses 2 enfants, tout cela en finissant ses journées de travail à 17h30. Ça fait envie, non? Une autre idée, pratiquer la méditation productive. Il s'agit de se maintenir occupé physiquement pour laisser ses ressources cognitives se concentrer sur un défi professionnel donné. Vous pouvez réécouter nos épisodes 122 sur les bienfaits des techniques de méditation. Ensuite, pensez à revisiter vos rapports aux réseaux sociaux à l'aune de vos objectifs. Ils ont tous une utilité, tous ces réseaux sociaux, mais servent-ils vos priorités? Évidemment impossible de les mettre de côté, cependant, à utiliser avec une bonne modération. Musique. Dernier point, essayez de fuir la superficialité. Quelques astuces. Demandez-vous par exemple si vous êtes vraiment indispensable à l'exécution d'une tâche en particulier. Combien de temps faudra-t-il former quelqu'un pour qu'il soit autonome sur cette tâche? Gardez en tête votre boussole. Est-ce que ce que je m'apprête à faire contribue-t-il à mon objectif? Votre temps, comme tout le monde, est limité. Du coup, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je souhaite faire du temps disponible qu'il me reste. Autorisez-vous aussi à dire non et à accepter d'être injoignable, à certains moments bien sûr. Enfin, et c'est sans doute une des plus difficiles, essayez de vous défaire de la pression à produire. Bien souvent, nous faisons plein de petites choses qui sont très visibles et nous oublions quelque part de faire le travail de lame de fond qui vont justement produire de la valeur. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, pour favoriser un vrai travail en profondeur, 1. Mettez en place des routines et des rituels. 2. Préservez des vraies pauses. Et 3. Fuyez la superficialité. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de dégager 1h30 de travail en profondeur dans votre agenda. Établissez un objectif précis et atteignable. Fermez toutes les sources de distraction et observez comment vous vous sentez après cette première expérience. Je laisse le mot de la fin, notre petite mousse, à Winifred Gallagher, dont je vous ai parlé dans l'épisode. La personne que vous êtes, ce que vous pensez, ressentez et faites, ce que vous aimez, est la somme de ce sur quoi vous vous concentrez. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.